La mise en liberté provisoire accordée aux 10 membres du FNDC hier jeudi fait couler d'encre et de salive. Les citoyens rencontrés saluent un pas en avant de la démocratie. L'ancien Premier ministre sous Lansana Conté, décédé il y a une semaine, a regagné sa dernière demeure ce vendredi. Et Jeanne Camara est décédé de suite de maladie. Il a reçu des hommages dus à son rang au Palais du Peuple dans la matinée. C'est tout pour les titres de l'actualité. À tout de suite pour les détails. Bonsoir à tous et bienvenue. La mise en liberté provisoire par la Cour d'appel de Conakry d'Abdourahmane Sano et ses co-présumés ce jeudi défraie la chronique. Une décision obtenue sur demande des avocats de la défense, appuyée par le représentant des ministères publics qui n'a trouvé aucune opposition à la formulation des avocats des prévenus. Cette liberté est saluée dans les rues de Conakry. À cela s'ajoute la victoire de la radio Continental FM contre la haute autorité de la communication. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Mamadou Tanouba. La mise en liberté provisoire des 10 membres du FNDC obtenue par les avocats de la défense est saluée par bon nombre de citoyens. Aboubakar Fofana salue une victoire de la démocratie guinéenne. La démocratie est en train de gagner contre la dictature en Guinée. C'était un procès. C'est les personnes qui ont été kidnappées par le dictateur dans notre pays. Mais la population guinéenne remercie la Cour. On remercie aussi les avocats de FNDC. Parce que le membre de FNDC, je peux les qualifier le fils digne de la Guinée, de patriote, de patriote. Pour lui, cette liberté va renforcer le Front National pour la défense de la Constitution dans son combat. Renforcer une fois de plus. C'est à cause de ça qu'on appelle à tous ceux qui avaient des doutes de revenir. De revenir rejoindre le combat de FNDC. À tout l'appel de FNDC, le citoyen guinéen doit sortir. Ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour un parti, c'est pour notre nation. C'est l'avenir de notre pays. Selon cet autre citoyen, cette liberté a été obtenue grâce à la pression étrangère. C'est clair, parce que vous avez vu hier, lors du procès, l'ambassadeur de l'Allemagne était présent. Mais le juge a été obligé de dire le droit devant la communauté internationale. Il fallait marquer aussi encore pour dire réellement que la justice guinéenne est indépendante. C'est ça qui a obligé la justice de dire le droit. Sinon, il n'avait pas la volonté. On sait que la justice guinéenne est manipulée par le gouvernement en place le président de la République. Tous les deux ont félicité la décision de la Cour suprême dans l'affaire qui oppose la radio Continental FM à la haute autorité de la communication. C'est le dictateur qui veut faire taiser le peuple de Guinée. C'est le dictateur qui veut faire taiser la voix de sans voix dans notre pays. Donc, si la Cour suprême, la Cour suprême vraiment donne le droit à la voix de sans voix et donne le droit aux citoyens de s'exprimer, on ne peut que féliciter la démocratie. Tout le monde aujourd'hui est unanime que le président Alpha Condé et son gouvernement sont contre la liberté d'expression dans notre pays, sont contre la démocratie dans notre pays. Sinon, je ne peux pas comprendre que la HAC peut se précipiter de retirer une licence d'un radio privé. Je pense que cela a été aberrant. D'un procès à un autre, celui qui oppose le groupe Évasion Guinée et les journalistes licenciés de ce média s'est ouvert ce vendredi au tribunal de première instance de Mafango. La partie de la défense a demandé le renvoi du dossier à quinzaine pour régler le différend à l'amiable. Je vous propose d'écouter Maître Salifou Béavogui, avocat du groupe Évasion. Comme c'est le premier appel du dossier, nous avons sollicité le report à quinzaine pour nous permettre vraiment d'entrer effectivement dans le dossier. Ensuite, il y a deux dossiers. Nous avons sollicité une jonction de procédure pour que les deux soient examinés en même temps. Donc il est prétentieux de dire quoi que ce soit maintenant là, parce que nous sommes au seuil du procès, mais ce qui est sûr, c'est que force restera à la loi. Je continuerai à œuvrer dans le sens vraiment de l'aplanissement de toutes les difficultés pour que les deux parties là se quittent dans les meilleures conditions.
Et voilà, vous avez écouté Maître Salifou Beyabogui, avocat d'évasion Guinée. À présent, suivez la réaction de Maître Tierno Suleiman Bari, qui également privilégie un règlement du différend à l'amiable. Suivez. Comme on le disait il y a 2 semaines encore, nous sommes de principe engagés dans la défense de ces journalistes. Donc nous allons jusqu'au bout. Mais je l'ai toujours rappelé, la voie judiciaire en est une, et toute autre voie de règlement des différends qui trouve une solution acceptable est également une bonne chose. Donc nous sommes à ce niveau-là, nous attendons. L'ancien Premier ministre Eugène Camara a regagné sa dernière demeure ce vendredi après une cérémonie d'hommage qui lui a été rendue au Palais du Peuple dans la matinée. Plusieurs personnalités du pays y étaient. Alpha Ibrahima Touré. Du haut de cette tribune, plusieurs personnalités se sont succédées pour rendre un dernier hommage à l'ancien Premier ministre sous l'ère Lansana Conté, décédé vendredi dernier. Parmi ces personnalités, on peut citer, entre autres, Ba Ousmane, ancien collaborateur du défunt, et Edouard Nyankoy Lama, ministre conseiller du président Alpha Condé. Les discours sont pathétiques. Notre regretté a eu un moment à assumer encore d'autres fonctions. Il sera nommé secrétaire général de la présidence et après Premier ministre. C'est exactement la promesse du Premier ministre. Il va, à la faveur du changement, rester au Petit Palais comme conseiller principal de M. le Président de la République, M. Lansana Conté. Blaise, Wowo Foroumou et Nawadame, respectivement anciens ministres de l'urbanisme et de l'habitat et secrétaire général du ministère de la Santé, n'ont pas manqué de témoigner de ce qu'ils gardent de l'homme. Il a été un conseiller pour la plupart des cadres que nous avons été. Eugène Camara fut un grand homme. Humble, discret, mais passionné dans le travail. Il aimait travailler. Intelligent, doué, voire même expérimenté selon des témoignages entendus lors de ce symposium au cours duquel d'autres collaborateurs et anciens camarades de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur de Lansana Conté n'ont pas pu retenir les larmes. Moi je suis de la Basse-Guinée, je n'ai pas choisi. Mes meilleurs amis étaient en Haute-Guinée et en forêt. Monsieur Eugène Camara a été nommé Premier ministre, certes de courte durée, mais ce monsieur dont la dépouille ici m'a fait la confiance de relire son discours à la nation. Après ces hommages, la dépouille mortelle a été accompagnée à l'église Paul et Pierre de Bonfils. Le fils aîné de l'ancien Premier ministre Eugène Camara a, au nom de la famille, lu l'oration funèbre à l'occasion de ce symposium. Je vous propose d'écouter cet extrait de Massabori Camara. Mon père fut à l'origine de proposer au feu président général Lansana Conté, paix à son âme, la création des universités privées en Guinée et la construction des universités publiques dans les grandes villes du pays, malgré que celles-ci existaient par endroits. Mon père était un homme intègre, un leader qui a utilisé son pouvoir et sa position administrative pour améliorer et changer les conditions des gens. Il part à un moment où sa famille encore a besoin de lui, mais hélas, Dieu en a décidé autrement. Nous prions le Créateur des cieux, le Maître absolu, Maître du jour du jugement dernier, de lui accorder le paradis. Je vous remercie tous. Sur le continent, est-ce le groupe État islamique qui se trouve être derrière la mort des 13 soldats français lundi au Mali? C'est en tout cas ce qu'affirment les djihadistes en revendiquant avoir provoqué la coalition entre les deux hélicoptères français. Suivez. Sur ces images de propagande, les hommes de la branche ouest africaine de Daesh.
C'est ce groupe qui a revendiqué hier dans un communiqué l'attaque au Mali. Il dit avoir provoqué la mort des 13 militaires français et prétend que les 2 hélicoptères se seraient percutés car l'un des 2 appareils était la cible des tirs des djihadistes. Un parachutage de l'armée française a été empêché avec des tirs de moyen calibre. La collision a eu lieu quand l'hélicoptère se désengageait. Ce matin, l'état-major de l'armée française est catégorique. C'est faux, martèle le général Lecointre. Ce dont je peux absolument témoigner aujourd'hui, et je ne m'aventurerai jamais à aller dire quelque chose qui ne soit pas strictement vrai, c'est qu'il n'y a pas eu de tir des djihadistes sur nos hélicoptères. Aucun tir n'a pu faire dévier l'un des 2 hélicoptères de sa trajectoire, par exemple. Non, il n'y a pas eu de prise à partie des djihadistes sur nos hélicoptères. L'armée française dit la vérité. Je pense que c'est important de bien le mesurer. L'état-major rappelle que les forces françaises traquaient depuis 3 jours des groupes armés à l'est de Gao. Lundi soir, les militaires au sol pourchassent des djihadistes à bord de pick-up et motos. Les combats foragent en pleine nuit, des renforts aériens sont appelés. C'est lors d'une manœuvre périlleuse à basse altitude que la collision mortelle a lieu. Alors la revendication de l'État islamique est-elle opportuniste ? C'est dans leur intérêt de revendiquer la mort de 13 militaires français. Ils répondent à l'appel de leur feu calife Baghdadi qui a appelé explicitement à viser la France et les forces Barkhane au Sahel pour la simple raison que dans cette région du monde, l'empreinte française est importante. Pour l'heure, la branche ouest africaine de l'État islamique n'a apporté aucune preuve des tirs. 2 enquêtes sont en cours avec notamment l'exploitation des boîtes noires des hélicoptères. Il y a urgence climatique et environnementale, c'est le Parlement européen qui l'affirme. Ces députés ont voté hier à une large majorité une résolution en ce sens. Une urgence prononcée alors qu'aujourd'hui débute une nouvelle série de manifestations mondiales contre le réchauffement climatique avec un premier défilé qui a eu lieu à Sydney avant de passer le relais à Tokyo. Suivez. À Tokyo, ils sont plusieurs centaines à se remobiliser pour le climat. De jeunes Japonais à quelques jours de l'ouverture de la COP25 en Espagne. Nous les jeunes, nous avons été exposés au changement climatique depuis notre naissance. C'est un problème qui concerne tout le monde et il n'y a pas que les jeunes qui doivent s'en préoccuper. En Australie, justement, à Melbourne, les grands-mères pour l'action climatique sont présentes à côté des jeunes. À Sydney, les militants se sont donné rendez-vous devant le siège du parti au pouvoir. Ils accusent le gouvernement conservateur de minimiser la menace du réchauffement à travers son soutien à l'industrie minière. C'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant qu'il faut montrer à nos responsables et à nos hommes politiques que nous avons le pouvoir de bloquer le système, de décider comment nous produisons l'énergie et dans quelle société nous voulons vivre. L'Australie a réduit ses émissions de gaz à effet de serre plus que les autres gros pollueurs de la planète, mais le pays reste l'un des plus importants exportateurs de charbon au monde. En fond de mobilisation citoyenne, les incendies ravageurs depuis le début de la saison sèche, plus d'1,5 million d'hectares partis en fumée, des centaines de maisons détruites, 6 personnes au moins y ont trouvé la mort. En Europe, le Parlement européen a décrété l'état d'urgence climatique, un vote à haute valeur symbolique destiné à accroître la pression sur ce sommet du climat. Ce lundi 2 décembre, à Madrid, en Espagne, Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise, est en route pour cette COP25. Un pas a été franchi ce vendredi en Irak et son impact risque important sur la suite de la contestation actuelle du pouvoir. Le grand ayatollah Ali Sistani a aujourd'hui retiré sa confiance au gouvernement. Une déclaration qui était très attendue au lendemain d'une des journées les plus sanglantes à suivre. Un vendredi de funérailles à Nadjaf. Ces morts que pleurent les familles, ce sont les manifestants anti-gouvernementaux qui se trouvaient aux abords du consulat iranien incendié dans cette ville sainte de l'islam chiite. Ils lui ont tiré dans le cœur alors qu'il ne faisait que distribuer de l'eau. Ils ont tiré 2 fois sur lui, ici et là. Plus d'une quarantaine de personnes abattues par les forces de sécurité irakiennes jeudi. L'une des journées les plus sanglantes en 2 mois de contestation antigouvernementale. Bilan, plus de 400 morts et 1 millier de blessés.
Des jeunes ont mis le feu au consulat, la police anti-émeute de Nadjaf et les forces de sécurité ont commencé à tirer sur nous, comme si on était en train de brûler l'Irak tout entier. C'était une pluie de tirs à balles réelles. C'est dans ce contexte ce vendredi que l'ayatollah Sistani, figure tutélaire de l'islam chiite en Irak, s'adresse à la population par la voix de son porte-parole. Les manifestants pacifiques doivent se maintenir à l'écart des autres. Ils doivent se coordonner pour écarter les vandales, quels qu'ils soient. Surtout, le très influent imam appelle les députés à retirer leur confiance au gouvernement, dans l'intérêt de la population et pour éviter, dit-il, que le pays ne glisse dans le chaos et la destruction. Un appel qui pourrait constituer un tournant dans le désaveu politique des autorités en place qui s'est emparé de la ruelle. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bon vendredi à tous.